Bonjour à... On va rajouter quelques chaises. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour vous parler d'un événement important dans l'histoire de Clichy-sous-Bois. Merci, cher Laurent Nunez, monsieur le préfet de police, d'avoir accepté d'être présent à cette réunion. Asseyez-vous. Non, faites comme chez vous, en tout cas. Il n'y a pas assez de chaises encore? Ça va arriver. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le préfet de police, cher Laurent, d'être présent, d'avoir souhaité être présent personnellement avec ton équipe. Alors, j'ai une longue liste de noms, mais si je commence à citer tout le monde, je risque d'en oublier. Merci, madame la sous-préfète du Raincy, d'être présente, mais vous êtes une fidèle de Clichy et de cette salle. Merci à la mission JOP de la préfecture avec laquelle on fait un travail remarquable depuis de nombreux mois. Merci à Paris 2024 d'être présent à nos côtés, puisque c'est grâce à vous, et je dis bien grâce, que nous sommes présents aujourd'hui, ce soir. Je remercie aussi les équipes de communication de Paris 2024 et les élus présents et mon cabinet qui a participé à cette organisation. Alors pourquoi vous réunir? D'abord parce que je l'ai dit, Paris, la Seine-Saint-Denis, bien évidemment, vont être au cœur des Jeux olympiques et paralympiques dans quelques semaines maintenant. Et Clichy-sous-Bois, on l'a toujours voulu, on l'a souhaité, ne souhaitait pas rester à la porte des Jeux olympiques. Nous avons été candidats pour être terre de jeu, nous avons été candidats pour être centre de préparation aux Jeux olympiques. Nous avons beaucoup et souvent rencontré Tony Estanguet, le COJO, pour voir comment une ville comme la nôtre pouvait être présente et surtout comment les habitants pouvaient participer à cet événement unique. Et puis, chemin faisant, à un moment où il a été question de reconfigurer les sites olympiques, notamment en Seine-Saint-Denis, Tony Estanguet m'a proposé d'accueillir les épreuves de paracyclisme à la rentrée du mois de septembre. J'ai évidemment accepté cet honneur qui était fait à notre ville, qui est souvent un peu oublié, mal jugé ou méjugé. Pas forcément en ayant vu toutes les conséquences de cette acceptation, mais très honnêtement, je ne le regrette pas. Je crois que pour une ville comme la nôtre, avoir l'honneur d'accueillir un événement planétaire pendant 4 jours, mettre notre ville avec cette épreuve de paracyclisme au cœur du monde entier, en tout cas de cet événement sportif extrêmement important, est un honneur et est une chance pour notre ville. Vous l'avez peut-être déjà vu, moi j'ai croisé des athlètes paracyclistes ce week-end qui étaient présents dans Clichy, des athlètes étrangers qui étaient en train de s'entraîner sur la boucle, parce que, vous le savez, ils sont déjà très présents et ils viennent très régulièrement. Alors ils sont venus ensemble maintenant, mais maintenant ils viennent régulièrement et vous pouvez, comme moi, si vous les croisez, constater, mais on n'avait pas beaucoup de doutes que ce sont des athlètes exceptionnels, qu'ils vont parcourir les rues de Clichy-sous-Bois, de Coubron, de Courtry, puis revenir chez nous, parfois à des vitesses extrêmement impressionnantes. Et comme il s'agit de jeux paracyclisme, il y a différentes disciplines. Ce qui fait que non seulement ça dure quelques jours, mais entre les hommes, les femmes, les différents types de catégories, c'est vrai que ces épreuves vont se prolonger sur quelques jours. On peut évidemment pas accueillir des épreuves urbaines sans avoir quelques conséquences que l'on souhaite partager avec vous, des conséquences en termes de stationnement, des conséquences en termes de circulation, des conséquences pour aller amener ses enfants à l'école, puisqu'il s'agit de la semaine de la rentrée des classes, et il était important qu'on commence à échanger avec vous de ces conséquences, qu'on vous explique, qu'on ne soit pas dans le fantasme. Oui, on pourra continuer à manger, oui, on pourra
se faire soigner si c'est nécessaire. Pour les personnes âgées, ils pourront continuer à recevoir leur repas à domicile si c'est des repas livrés. Mais oui, il y aura aussi un certain nombre de difficultés, notamment des difficultés de stationnement et de circulation. Les difficultés seront essentiellement automobiles, même si, vous imaginez bien, mais on va vous le redire, qu'on ne peut pas traverser devant des cyclistes qui vont arriver à plus de 45, 50 ou plus encore, de manière complètement normale et sans être protégés. Donc c'est tout ça qu'on veut vous dire ce soir, en vous redisant, en tout cas moi je crois que c'est une énorme chance pour Clichy-sous-Bois. Monsieur le préfet, ce soir, en même temps que nous avons cette réunion, nous avons notre traditionnelle canne des quartiers qui démarre, et vous le voyez, l'essentiel des forces de police de Clichy sont là et sont complètement rassurés de la capacité que l'on a à organiser cette canne des quartiers. Alors, Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, mais à Clichy, d'abord on a 80 et quelques nationalités, mais dans tes anciennes fonctions, tu les connais par cœur. Donc on pourrait organiser les Jeux Olympiques sans quitter Clichy-sous-Bois. On a quasiment toutes les fédérations internationales qui peuvent être représentées. Et on a une Coupe d'Afrique des Nations qui accueille des équipes turques et haïtiennes et aussi françaises, parce qu'on a un sens très élargi de la géographie, et donc on est à l'image de l'olympisme. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Bien évidemment, cette réunion ne va pas répondre à toutes vos questions. On a, et ils vous ont accueilli, recruté une équipe d'une quinzaine de jeunes, essentiellement clichoises et clichois, qui vont aller à votre rencontre. D'abord, tous les clichois ne sont pas là, ils vont aller au porte-à-porte, vont être notre équipe de choc, pour répondre à vos questions. Continuez, parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses aujourd'hui, on va vous le dire. Il y a notamment une question de stationnement. On travaille beaucoup avec les villes voisines à repérer l'ensemble des endroits où les voitures qui ne pourront pas stationner devant chez eux pourront être déportées. On travaille avec Leclerc, on travaille avec les centres commerciaux. Mais bien évidemment, vous aurez, en tout cas c'est notre souhait, une réponse adaptée à chacune de vos questions. Et donc cette équipe Contact, que nous avons recrutée avec l'aide de l'État, notamment une aide financière, si j'ose dire, eh bien, ça sera vos interlocuteurs pendant les presque 3 mois qui viennent, pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on n'aura pas pu répondre ce soir. Ils viendront chez vous, au porte-à-porte, ils vous laisseront des numéros de téléphone, des éléments pour répondre à des questions qui pourraient subvenir, y compris au moment des épreuves. Ils viendront me rejoindre tout à l'heure, puisque, vous le savez, en plus de vous les présenter, on a, là aussi, grâce à la générosité du département de la Seine-Saint-Denis, du COJO, de l'ensemble des partenaires, récupéré comme ville haute beaucoup de places pour assister à la cérémonie d'ouverture sur les quais hauts. Et donc, pendant qu'on échangera, ils feront un petit tirage au sort d'une vingtaine, trentaine de places pour assister à la cérémonie d'ouverture, sachant qu'une place en vaut 4, puisque chaque place tirée permettra à 4 personnes d'aller assister à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation, et je passe la parole à Monsieur le Préfet de police, Laurent Lignès. Merci. Merci Monsieur le maire, Monsieur le ministre, cher Olivier. Merci d'abord de ton accueil et merci d'avoir organisé cette réunion publique. Alors, on est ici présent avec des représentants de la préfecture de police, de la préfecture de Seine-Saint-Denis, Madame la sous-préfète de Rincy, et des représentants du COJO, du comité organisateur. L'idée de ces réunions, on les fait partout dans la région Île-de-France. Chaque fois qu'on a un site olympique, une course, on fait ces réunions, Monsieur le maire, surtout pour entendre les observations des personnes donc, qui sont concernées par les Jeux. Notre objectif dans l'organisation des Jeux, autant l'État, et notamment la préfecture de police, pour les questions plus de sécurité, que le COJO, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de limiter au maximum les contraintes. Bon. Et donc, on a rendu public à la fin de l'année dernière, en novembre, les périmètres de circulation, les fameux périmètres de circulation autour
autour des courses en ligne, et depuis novembre, nous n'avons de cesse, avec le COJO ou avec les élus concernés, de discuter avec les habitants, les riverains, les acteurs économiques, les administrations, pour nous assurer que les périmètres qu'on a mis en place fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, je vous dis ça et je vous dis tout de suite, ce ne sont absolument pas les réunions en bois, hein, si je peux me permettre cette expression. On a beaucoup fait évoluer nos dispositifs pour tenir compte de la vie des gens et du fonctionnement des périmètres. C'est vrai ici, hein, monsieur le maire peut en témoigner, monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis a mené beaucoup de concertations, a beaucoup dialogué avec ses équipes, et le périmètre de la course paralympique, des courses paralympiques de Seine-Saint-Denis, qui concerne en fait 4 communes, hein, mais beaucoup Clichy-sous-Bois et beaucoup Couronne aussi. Ce périmètre, déjà, c'est pas le même que celui qu'on avait publié fin novembre. Bon, on pourra revenir dans le détail, hein, on l'a réduit, on a tenu compte ici de la présence d'un intermarché, là, de zones pavillonnaires. Voilà. C'est un périmètre qu'on a réduit déjà, le périmètre d'interdiction de circulation. Et puis, on s'est dit quand même que sur ce secteur, alors je ne vais pas vous faire plaisir en disant ça, mais c'est ce que je pense, hein, le COJO, je pense que c'est aussi, et monsieur le maire partage forcément ce que je vais dire, c'est pour nous le secteur le plus compliqué en fait. C'est pour nous le secteur le plus compliqué. Pourquoi? Parce que certes, vous n'avez qu'une course en ligne, mais le problème que vous avez, c'est qu'il y en a plusieurs épreuves, donc il y a plusieurs jours de compétition, et contrairement aux courses en ligne qui se déroulent à Paris, enfin dans toute la région Île-de-France pour les Jeux Olympiques notamment, où c'est une grande traversée de plusieurs départements, là on est plutôt sur une boucle. Bon, donc ça veut dire qu'une boucle, il y a des gens, il y a des personnes qui vivent, qui travaillent au milieu de la boucle. Bon. Donc c'était quand même une difficulté importante. Bon. Donc, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il fallait qu'on soit très souple dans la gestion de nos périmètres. Alors ce périmètre, c'est quoi, hein, je vais peut-être commencer, j'attaque directement, comme ça on répondra plus vite aux questions, puis je vous passerai la parole, je vais aller très vite. Hein. Ce périmètre, c'est un périmètre d'interdiction de circulation autour de la course. Ça, on n'a pas le choix. On le fait partout en région Île-de-France. Hein. Pour toutes les courses, on a un périmètre d'interdiction de circulation. Vous l'avez toutes et tous vu sur les cartes. Hein. Pourquoi il y a un périmètre d'interdiction de circulation? Il y a un périmètre d'interdiction de circulation pour la bonne et simple raison que si on laisse rentrer tous les véhicules, on peut rapidement se retrouver au contact des athlètes. Bon. Donc c'est quand même une difficulté. C'est une question de sécurité. C'est un périmètre qui, par principe, interdit la circulation. Automobile, hein, attention, automobile, hein, je tiens quand même à le préciser, l'accès pour les piétons, les vélos, il est totalement libre. Ça, c'est vrai également pour les courses qu'il y a ailleurs en région parisienne. La différence importante qu'on a introduite ici pour ces courses paralympiques, je regarde Brigitte qui est la spécialiste des courses pour toute la région Île-de-France et qui aura l'occasion de s'exprimer. Donc la différence importante qu'on a introduite ici, pour vous faciliter autant que faire se peut la vie, c'est que pour les autres courses, c'est un périmètre d'interdiction de circulation qui est strict. C'est-à-dire quand il y a la course, personne ne rentre en véhicule. On a prévu un certain nombre de dérogations très limitatives qui vont concerner un riverain qui a oublié, voilà, on va le laisser rentrer, un véhicule de secours, une entreprise qui doit faire une livraison urgente, voilà. Pour les autres courses, on a eu un périmètre, on a une appréciation stricte. On va être extrêmement strict. Et alors évidemment, ce périmètre, il est tenu par des policiers. Hein. C'est pas juste une carte qu'on dessine. Il y a des points d'entrée, il y a des policiers qui assurent un filtrage. Pour toutes les courses, on ne rentre pas. Voilà. Donc c'est vrai pour la course pendant les Jeux Olympiques, la course en ligne, c'est vrai pour le contre-la-montre, c'est vrai pour le marathon, c'est vrai pour le marathon paralympique. Donc on n'y rentre pas. Pour cette course ici, on a prévu des dérogations, hein, beaucoup de dérogations, et notamment on a décidé de le gérer comme on gère les périmètres de circulation autour des sites olympiques, en accord avec le COJO, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dérogations qui concernent les riverains, les commerçants, les livraisons. Bon, voilà, on a prévu tout un tas de dérogations,
dont il y a un tableau qui est parfois un peu long à lire, c'est un peu compliqué, mais on a essayé de viser tous les cas. Et puis donc, on a aussi prévu, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué évidemment, mais comme il y a beaucoup de dérogations, et nous, il faut que les fonctionnaires de police ou les gendarmes, si ce sont des gendarmes ou les deux en même temps, qui tiendront ce périmètre, puissent être certains que les personnes qui veulent rentrer aient bien droit à une dérogation. On a prévu que pour cette course, il faille s'inscrire également sur le site, sur la plateforme, donc pour obtenir un passe-jeu, obtenir une attestation comme quoi on habite dans la zone, comme quoi on doit y travailler, de manière, et vous l'avez qu'une fois, vous la demandez qu'une fois et vous l'avez qu'une fois, de manière à ce qu'elle puisse être présentée aux effectifs de police ou de gendarmerie à l'entrée, elle est contrôlée très rapidement et ça permet de laisser passer les personnes. Bon. Donc c'est la seule course pour laquelle on a prévu l'obligation de s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir passer. C'est la seule course pour laquelle on a prévu ça, parce qu'il y a beaucoup de dérogations. Pour les autres courses, je vous le redis, il n'y a pas de dérogation. C'est très strict et on laisse rentrer personne. Là, comme on a beaucoup de dérogations, on a prévu l'inscription sur la plateforme qui est gérée par la préfecture, enfin les attributions sont faites par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, cette plateforme, on s'inscrit, on justifie qu'on habite dans la zone où on y travaille, où on doit être livré, où on y est enseignant, où on doit rentrer en véhicule. C'est pas un contrôle de sécurité. Hein. Il n'y a pas d'enquête administrative. Il y a pas. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'être certain que le véhicule qu'on va laisser rentrer, il a le droit d'y rentrer. Point. Hein, donc voilà. Donc, on a prévu beaucoup de souplesse dans la gestion de la plateforme. Une entreprise qui a beaucoup de camions de livraison et autres, elle n'est pas obligée d'inscrire tous ses chauffeurs, mais il faut qu'elle inscrive ses véhicules. Ou l'inverse, si elle veut inscrire que ses conducteurs, elle peut le faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a prévu beaucoup de souplesse dans la gestion de cette plateforme. Je vous rassure également sur un sujet. On a bien évidemment intégré le fait qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie de rentrer dans le périmètre d'interdiction, le périmètre rouge, et qui n'aient pas pu anticiper, demander un pass numérique sur la plateforme, parce que c'est une situation d'urgence. Bon. Quand on est dans une situation d'urgence, il n'y a pas besoin d'être inscrit sur la plateforme. Donc, évidemment, il faut justifier qu'il y a une situation d'urgence, mais on n'a pas besoin de s'inscrire sur la plateforme. Bon, ça, c'est clairement dit, et c'est quelque chose d'important pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire sur le périmètre. Vous dire également qu'il ne nous a pas échappé qu'on est dans une boucle. Voilà le fameux périmètre rouge, alors qu'on a réduit, ça c'est le périmètre modifié, et évidemment on l'a réduit. Alors, la raison aussi pour laquelle on a prévu ces règles qui sont plus souples sur ce secteur, qui nous ont été d'ailleurs demandées par les élus. Monsieur le maire, tu te souviens, on avait vu le ministre Gérald Darmanin, on avait fait un déjeuner avec tous les maires concernés par les Jeux chez monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis. C'est vrai que sur ce secteur-là, tous les maires unanimement nous disaient c'est quand même compliqué, il faut qu'on soit plus souple, donc nous l'avons été. Alors, l'autre raison qui fait qu'il faut qu'on soit souple, c'est que les dates des compétitions, c'est du 3 au 7 septembre, si elles n'ont pas changé. Et contrairement aux courses qui ont lieu ailleurs en région Île-de-France, c'est les week-ends. Bon, là, on n'est pas sur un week-end, on est en semaine, sauf le 7 qui est un samedi, on est en semaine. Bon, donc évidemment, la vie continue, et puis c'est la semaine, accessoirement, de la rentrée scolaire. Donc, alors que pour les Jeux Olympiques et les courses, on est pendant les vacances d'été. Donc il y avait plein de raisons qui ont fait qu'on a été extrêmement souple dans l'appréciation. J'en termine par là, et puis après je donnerai la parole au COJO, par un point important, c'est que le COJO, et je les en remercie 50 000 fois, ils ont accepté qu'on puisse avoir, dans certaines conditions qui vont vous être précisées, non seulement, donc nous on accepte que vous rentriez dans le périmètre rouge, donc au milieu il y a la course, mais le COJO a accepté, dans certaines conditions, qu'on puisse la traverser. Et ça aussi, dans des conditions qui vont être appelées, mais ça, dans les autres compétitions, ça n'est pas possible. Dans les autres courses, ailleurs, il y a évidemment une possibilité de couper la course uniquement pour les véhicules de police et les véhicules d'urgence. Et évidemment, l'organisateur continue. Donc là aussi, on a prévu un certain nombre de règles qui s'appliquent dans des conditions qui vont être appelées. Évidemment, c'est pas quand les coureurs passent. Donc voilà, mais on va vous donner aussi toutes ces précisions qui sont des éléments de souplesse importants. Voilà. Ce soir, on est aussi là pour vous écouter, répondre bien sûr à vos questions, bien sûr, en fonction de l'endroit où vous êtes, comment tout ça va s'appliquer à vous, mais aussi vous écouter sur les
les améliorations qu'on peut y apporter ou pas. Il est toujours temps. Hein. Moi, les arrêtés que nous devons prendre avec le préfet de Seine-Saint-Denis sur ces sujets, ils ne sont pas encore pris. Hein. Donc, bon, je ne dis pas qu'on va faire la révolution, qu'on va tout modifier, mais on a encore, ces jours-ci, monsieur le maire, ces jours-ci encore, on a vu avec le préfet de Seine-Saint-Denis sur la gestion sur un autre territoire, on va avoir le dépôt de bus à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. On a eu l'occasion de créer, là pour le coup, un périmètre autour du dépôt d'Aulnay. C'est quelque chose qu'on a décidé il y a 15 jours, 3 semaines et qu'on va mettre en place rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vais passer la parole au Goujo. Un petit mot plus personnel, je le disais à monsieur le maire, moi je suis venu de nombreuses fois dans cette salle, dans plein d'autres fonctions que j'ai eues, et c'est pour moi toujours un plaisir de venir à Clichy-sous-Bois. Voilà, j'ai ici dans cette salle beaucoup de souvenirs, d'il y a 10 ou 15 ans. Je pense qu'il y a quelques personnes que je connais, mais avec la lumière, je ne les vois pas, donc j'en suis désolé, je ne peux pas faire d'être ici. Et pour moi, c'est toujours un grand bonheur de venir ici à Clichy-sous-Bois, où dans ma carrière professionnelle, finalement, j'ai eu 3 postes qui m'ont permis d'y venir assez souvent. Et voilà, et pour nous, en termes d'ailleurs d'action et de relations police-population, c'est une zone particulière, c'est une commune particulière, et à laquelle, à titre personnel comme préfet de police, je porte un attachement réel. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je suis Édouard Donnelly, je suis directeur exécutif des opérations de Paris 2024 et je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je dois excuser Tony Estanguet qui n'a pas pu se libérer pour venir avec vous ce soir, mais on va essayer dignement avec l'équipe de le représenter ici. D'abord pour vous dire merci d'être présents, nombreux, pour cette présentation ce soir. Signe que le sujet évidemment vous intéresse. Et pour vous dire, et c'est le message que m'a demandé de vous transmettre Tony Estanguet, le fait d'être ici, d'organiser les Jeux ici à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ça fait partie de l'ADN de Paris 2024 et ça fait partie de l'ADN de Paris 2024 depuis la candidature. Depuis la candidature, on a souhaité bien sûr aller dans des lieux iconiques de la région Île-de-France et de toute la France, dans les plus grandes places de Paris-Centre, au Stade de France, etc. Mais aussi d'utiliser, de profiter des Jeux pour mettre la lumière, pour mettre un coup de projecteur positif dans tous les territoires, dans la périphérie, et on est particulièrement fiers, et je sais que l'équipe qui est avec moi ce soir porte cette idée au fond de nous, c'est le cap Tony Estanguet, on est très fiers d'organiser les Jeux paralympiques ici à Clichy-sous-Bois du 3 au 7 septembre. Et pour ça, je voudrais remercier Olivier Klein, qui nous a toujours accompagnés, avec Tony Estanguet, l'ensemble des parties prenantes dans l'organisation de ces compétitions de paracyclisme ici à Clichy-sous-Bois. Donc je suis accompagné ce soir, et je vais leur donner la parole dans une minute, de Brigitte Légaré, dont vous allez découvrir le joli accent, dans pas longtemps, qui dirige l'ensemble des courses sur route pour Paris 2024, et de Sandrine Rousseau, qui dirige l'ensemble des sites de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis, qui sont vos interlocuteurs privilégiés sur l'ensemble de ces questions. La Fédération internationale de cyclisme a validé le parcours, et je crois pouvoir dire que c'est un parcours de puncher, c'est ça? Et qu'il y a effectivement, monsieur le maire, quelques athlètes qui sont venus il y a quelques semaines et qui continuent à venir du monde entier, une cinquantaine qui étaient là le 7 mai, qui ont fait un bout de reconnaissance sur l'ensemble du parcours et qui étaient très satisfaits. Je crois que ça a été une belle ambiance ce jour-là pour tous les habitants qui étaient là, pour les élus, qu'on remercie à nouveau pour tout leur accompagnement. Donc bien entendu, faire ces épreuves de cyclisme, ces épreuves sur route en plein territoire urbain, vous l'avez dit, ça a des impacts notamment pour la circulation, des impacts pour le stationnement, c'est de ça dont on est venu parler ce soir. Et effectivement, on travaille maintenant depuis près de 18 mois avec les services de la ville qu'on remercie, avec les élus, avec les services de la préfecture du 93, de la préfecture de police, pour minimiser au maximum ces impacts, pour travailler sur toutes les problématiques, pour vous écouter, et effectivement, c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire continuer à écouter, à prendre en compte les différentes problématiques, parce qu'on n'a peut-être pas tout vu, et on a fait, je crois, plus d'une cinquantaine de réunions publiques sur tout un tas de sujets sur les Jeux, qui nous ont servi à continuer à améliorer le projet, à l'adapter quand on pouvait,
Et effectivement, on a la chance d'avoir eu un dialogue très constructif avec la Fédération internationale de cyclisme, avec l'UCI, qui a accepté de faire un certain nombre de dérogations dans ses règlements pour permettre de faciliter au maximum la vivacité et la continuité de votre activité au quotidien, notamment pour tous les riverains du parcours qui seront les plus impactés. Alors pour tous ceux qui ont eu la chance de vivre des Jeux paralympiques, c'est mon cas à plusieurs reprises, vous savez à quel point c'est une leçon d'humanité, une leçon d'humilité. C'est assez incroyable et je considère que c'est une réelle chance pour un territoire et pour tous les gens qui vont pouvoir venir gratuitement, puisque c'est gratuit, hein. Il n'y a pas de place payante pour le paracyclisme, tout le monde peut venir gratuitement voir les athlètes. Et il y en a beaucoup, 250 toute la journée qui passent et repassent sur ce parcours. Et de voir tous ces athlètes exceptionnels avec des tranches de vie incroyables venir concourir, c'est vraiment une leçon pour toute la jeunesse notamment. Moi j'ai eu la chance d'en voir quand j'étais tout petit, quand j'étais plus grand, et c'est toujours pour un pays, pour un territoire, une occasion de transformer le regard sur le handicap, de poursuivre les efforts de mise en accessibilité. Et dans cette rentrée scolaire où tous les enfants sont là, c'est forcément une grande chance pour le territoire. Donc voilà, on est très fiers d'être ici, on est très fiers d'organiser les épreuves de paracyclisme ici à Clichy-sous-Bois et dans toutes les villes traversées par ce parcours. Et puis je vais laisser mes équipes vous en dire un petit peu plus sur les détails du parcours et des différents règlements qui l'entourent. À qui je donne la parole? Brigitte, c'est toi? Vous faites un tandem. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis la Brigitte avec l'accent, c'est comme ça qu'on me décrit. Je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, comme on vous expliquait, Brigitte Légaré, je suis en charge avec mes équipes, parce que je ne fais pas ça seule, de gérer en ce moment 600 km de parcours sur 7 départements différents. Sur les 2 jeux. Vous avez l'honneur de nous avoir chez vous à Clichy-sous-Bois avec nos épreuves paracyclistes que je vais vous expliquer pour essayer de vous mettre, vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient chez vous. Donc, le paracyclisme, c'est un sport que moi j'évolue avec depuis les Jeux paralympiques d'Athènes. J'ai découvert ces athlètes, les premiers athlètes la première fois à Athènes en 2004. Et vous allez avoir 4 types de vélos qui vont être en compétition. Donc, on a les vélos à main, c'est la photo qu'on vous voyez ici en bas à gauche. Les vélos à main, c'est des gens qui ne sont plus capables d'utiliser leurs jambes. Ils vont se propulser sur le parcours seulement avec la force de leurs bras. C'est très spectaculaire, ils vont quand même très très vite. La photo d'ailleurs que vous avez en bas, c'est un ancien coureur automobile qui a perdu l'usage de ses jambes et qui est maintenant rendu champion paralympique depuis Rio, si je ne me trompe pas. Qui fait bonne figure. Ensuite, on a des tricycles. Tricycle, c'est un peu un vélo à 3 roues qu'on utilise pour les enfants, mais format géant pour adultes. Donc, c'est des gens qui ne sont pas capables de garder un équilibre sur leur vélo et qui vont utiliser un tricycle pour se déplacer. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle on les appelle les cycles, excusez-moi, c'est un terme anglais. C'est un vélo normal, un vélo 2 roues, qui est adapté pour des gens qui sont soit amputés d'une jambe, soit amputés d'un bras. Donc le vélo est aménagé d'une façon où que les athlètes sont capables de se propulser sur 2 roues ils vont quand même à des vitesses très très grandes. Et aussi on a les tandems. Les tandems, c'est pour nos athlètes qui ont nos athlètes aveugles, ils ont un pilote en avant d'eux. On les appelle les Ferrari du vélo paracycliste parce qu'ils vont très vite. Je vous le dis, ça va être des courses qui vont être assez spectaculaires. Et ce qui est quelque chose de particulier, c'est que souvent les pilotes sont des anciens coureurs pro. Donc, qui continuent leur carrière, qui sont plus capables de faire de grandes équipes de vélo et reviennent dans leurs équipes nationales et deviennent pilotes pour des athlètes et ils font les Jeux paralympiques avec eux. Donc, on vous a déjà expliqué qu'on va avoir une journée d'entraînement qu'on appelle dans notre jargon à nous familiarisation, c'est-à-dire que le 3 septembre, on a tous les athlètes qui vont venir s'entraîner.
pour vraiment comprendre c'est quoi la meilleure ligne de course, on prend le virage de quelle façon. Vous allez comprendre qu'il y a 4 sortes de vélos, on prend pas un virage de la même façon. Les vélos ne réagissent pas donc de la même façon tout le temps. Donc on a 4 jours de compétition aussi. Ça va être sur un circuit qui est fermé à la circulation. Et oui, si c'est fermé à la circulation, le circuit, ça veut dire aussi qu'on va interdire le stationnement sur l'entièreté de notre parcours. Donc, je réponds déjà à cette question. Notre circuit fait 4,2 km. C'est une boucle qui est extrêmement sportive pour les athlètes. C'est fait 14,2 km. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des virages très abrupts qui vont rendre la course assez spectaculaire. Ce n'est pas facile. Les athlètes vont vraiment avoir besoin de l'étudier au maximum le 3 parce qu'après ça, dès le 4 septembre, ils vont tous concourir pour une médaille. Donc, et c'est la gloire qu'on veut aller chercher. Donc, on va avoir des épreuves de course en ligne par catégorie. Il faut comprendre que selon le niveau d'handicap, les athlètes ne font pas la même distance. On a des courses en ligne qui vont se dérouler entre 26 km pour les tricycles. Donc, ils vont faire le circuit, moins 2 fois le circuit, mais chez les tandems, c'est la plus longue boucle sur la course en ligne, un peu comme le Tour de France. Les autres, ils vont faire 125 km. Donc, on a le contre-la-montre où les athlètes vont faire entre 10 et 40 km tout dépendant de leur catégorie. Et on a un relais par équipe qui va avoir lieu le samedi. C'est un sprint sur une boucle de 1,8 km qui va être extrêmement spectaculaire. Les journées, oui, c'est des amplitudes entre 7 et 10 heures de journée. La particularité des Jeux paralympiques, c'est que comparativement aux Olympiques où on va faire une course de cyclisme en ligne des hommes, une fois que les hommes sont partis, 90 athlètes sont partis, j'ai pas d'autre départ. La particularité qu'on a avec les Jeux paralympiques, c'est qu'en exemple, dans la catégorie de vélo à main, mais on a les H1 jusqu'à H5. Ça veut dire chacun un handicap de niveau différent et qui fait qu'on doit avoir un départ pour chacun. Vous comprenez qu'on ne peut pas tous les mettre dans les mêmes catégories. C'est pour ça que ça étend un peu nos heures de compétition. On peut changer la diapo. Sur les prochaines, on vous a juste mis quelques images. On l'a déjà mentionné, M. le maire l'a mentionné, et on l'a mentionné aussi. On voulait juste vous montrer quelques photos. On a les Espagnols, les Ukrainiens, les Suisses, les Thaïlandais qui sont venus déjà à Clichy-sous-Bois. On leur a fait une présentation. Ils ont adoré le parcours et pour nous, c'était très, très important. Puis là, je suis très contente que M. le maire nous dise qu'ils continuent à venir s'entraîner. Donc, il y en a qui vont avoir de certains avantages et je crois que les Français aussi prennent avantage d'avoir un circuit à la maison. Ce que j'aimerais mentionner avant de passer à la slide, c'est que je ne sais pas si vous le savez, on a mentionné que c'était des épreuves gratuites, mais est-ce que vous savez que vous êtes extrêmement forts, les Français, en paracyclisme? Malheureusement, vous êtes beaucoup plus forts que les Canadiens, et vous avez un potentiel à médaille comme pays en paracyclisme qui est assez phénoménal. Donc, j'ai vu votre équipe se développer au cours des 4 dernières années. Et je pense qu'on va attendre la Marseillaise à quelques fois sur cette ligne d'arrivée, je vous le promets. 34 fois? 34 fois. Non, pas 34. Non. Peut-être pas 34, mais plusieurs fois. Je vous prédis plusieurs médailles. Donc, le paracyclisme, vous savez qu'on part d'ici à Clichy-sous-Bois, le complexe Henri Barbus, que ma collègue va présenter tantôt. On va avoir contre-la-montre, qui est le 4 septembre. On va avoir 12 classes chez les hommes et 7 classes chez les femmes. Et la course en ligne, on va avoir 8 classes chez les hommes et 6 classes chez les femmes qui vont compétitionner. Et le relais mix, c'est simplement une journée. La familiarisation qui va avoir lieu le 3 septembre va commencer à 9h le matin, va se terminer à 15h30. On a réussi, ce qu'on a fait avec cette journée-là, c'est justement, on a fait des rencontres avec M. le maire, avec tous le 93 aussi. On a réduit l'amplitude de cette journée. On a coupé la pause déjeuner. Donc, on va tout simplement enchaîner les entraînements de tous les athlètes un après l'autre pour la terminer plus tôt et permettre une réouverture beaucoup plus rapide pour les citoyens. Ensuite, on va passer le 4, 5, 6 et 7 septembre avec des amplitudes qui sont plus longues et un peu plus loin. On a fait quelques exemples de diapositives. On va vous expliquer un peu comment va se dérouler une journée. Et le parcours est... Vous avez 5,9 km chez vous. La slide suivante, c'est le parcours que vous connaissez déjà. Avec le départ avec le petit cercle bleu et rouge dans le bas. Et on se dirige vers Coubron, Courtry pour revenir toujours vers Clichy-sous-Bois sur notre parcours. Et la slide suivante, c'est le sprint. Le samedi, c'est la fameuse course relais mix. Le relais mix, c'est les vélos à main.
C'est minimum une fille par relais, complété, et là j'ai un blanc de mémoire, savoir si c'est 3 ou 4 athlètes, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse. 3, merci, qui vont concourir et les plus rapides vont gagner cette course. Merci Brigitte, merci Monsieur le maire, Monsieur le préfet de police pour cet accueil et bonsoir tout le monde. Donc, je suis Sandrine Rousseau. On va vous présenter sur la slide suivante donc, pour accueillir l'ensemble de ces sportifs. Moi je vais arriver sur la partie effectivement un peu plus impact en termes de chronologie pour pouvoir les accueillir. Donc on a notre base, ce qu'on appelle la base d'arrivée-départ, qui va accueillir l'ensemble des installations pour l'ensemble des techniques et des sportifs sur Clichy-sous-Bois. Donc c'est au niveau du complexe Henri Barbus. Donc on commence nos opérations de montage le 12 août pour débuter toutes les installations sur le site. Ensuite, petit passage de la flamme paralympique, on y reviendra peut-être un petit peu après, le 27 août sur Clichy-sous-Bois. Donc ça c'est un moment, je pense que tout le monde voit les images de la flamme en ce moment qui parcourt le pays, là qui est parti dans les îles. C'est vraiment des moments assez incroyables à voir et à vivre. Et le 28 août, on commencera la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à la Concorde pour les Jeux paralympiques. Et on commencera donc la semaine d'après, du 3 au 7 septembre, la partie épreuve de paracyclisme. Donc le 3 septembre, c'est cette journée de familiarisation, qui n'est pas une journée de compétition, mais on a souhaité la mettre quand même, puisqu'elle a quand même des impacts au niveau de la circulation. Sur la slide suivante, on a voulu vous montrer un petit peu, pour vous projeter, la zone d'organisation. Donc c'est vraiment l'ensemble du complexe Henri Barbus qui va être utilisé pour les différents espaces, que ce soit pour la télé, pour l'ensemble des athlètes qui ont besoin aussi d'accueil et de conditions un petit peu plus accessibles, on va dire, pour l'ensemble. Il y a combien d'équipes? Je ne sais plus, mais il y en a vraiment beaucoup. Et chaque équipe se déplace avec son propre vélo, ses propres matériels techniques, les pneus et autres, et ça demande quand même beaucoup de place. Donc on a besoin de grandes places donc, sur toute la zone d'organisation. Une zone de départ donc, au niveau du boulevard Émile Zola, donc sur la zone en rouge. On va y revenir un petit peu après. Donc c'est là où il y aura l'arche de départ notamment et d'arrivée. Et en vert, en face du collège Romain Rolland, sur le coin de boulevard Émile Zola, donc la zone de remise des médailles. Sur la slide d'après, on commence à rentrer dans les détails un petit peu plus techniques sur les besoins d'installation, que ce soit en fermeture de route ou en besoin de stationnement. Donc on voit que dès le 12 août, on commence nos installations dans le centre. Et après, petit à petit, on va avoir besoin de s'agrandir un petit peu pour accueillir l'ensemble des sportifs. Donc on voit en bas, on va prendre une petite partie de la voie, une demi-voie sur l'allée Romain Rolland qui sera fermée aux véhicules et aux piétons du 31 août au 8 septembre, dans le sens d'ouest en est, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on va préparer toute la zone de dépose des athlètes qui vont arriver. Ils vont tous être logés au village des athlètes qui est à Saint-Denis. Et ils vont arriver en bus jusqu'à Clichy-sous-Bois. Donc on a toute cette zone de dépose pour qu'après ils puissent accéder vers le site. On a sur la zone jaune, c'est vraiment l'emplacement où on aura l'arche de départ et d'arrivée. Donc il faut, pour la préparer, donc la fermer aux véhicules du 26 août au 10 septembre. Ça demande un petit peu de temps. Dans la zone bleue sur l'allée des tirailleurs africains et la zone verte sur l'allée d'Anatole France, où là en fait ça va être des zones, on va avoir besoin aussi d'aller installer des opérations pour des parkings pour tous les véhicules suiveurs et les motos, tous les véhicules de course. Ça représente beaucoup d'équipes et du coup beaucoup de véhicules. Donc on sait qu'on a pas mal d'impact pour trouver de la place dans cette zone qui est très urbaine, mais qui est assez challengeante du coup en termes d'organisation. Et du coup j'en profite pour remercier l'ensemble de la collectivité et tout le monde pour nous aider à trouver les espaces pour tous. On va revenir un petit peu sur le parcours, sur la slide d'après. Sur le parcours, vous avez la liste des voies que nous allons emprunter. Notre ligne de départ est sur le boulevard d'Émile Zola. Ensuite, on va se diriger vers l'avenue Jean Moulin pour ensuite se diriger sur l'avenue Veuve Lydée Girard.
On continue, on s'en va vers Couberon avec l'allée de Couberon. Ensuite, on se retrouve sur la route stratégique. Et après, on va amorcer un retour aussi sur plus vers la ligne de départ en prenant l'allée de Bellevue, l'avenue du Couteau, la rue de l'Abbaye, l'avenue de Sévigny et l'allée de Gagny. En bleu, juste à côté, c'est le périmètre plus court de la fameuse boucle du relais du samedi. Donc, le samedi, une fois qu'on va avoir terminé l'utilisation de la boucle, et je vais le montrer un peu plus loin, on va réouvrir tout ce qui est hors boucle relais. Donc, une partie du parcours le samedi qu'on va réouvrir plus tôt que les autres journées. Donc, j'ai besoin de ma diapo pour ça. Mais on va réouvrir toute la section du parcours en ligne du circuit qu'on n'utilisera plus. Donc, j'ai pas besoin de 14,2 km pour faire le relais, donc on va réouvrir par la suite le parcours. Par la suite, on pourrait, je pense, on peut sauter quelques diapos. La suite, on va y aller assez vite et les diapos des différents périmètres que le préfet de police a déjà présentés, mais il y aura probablement des questions après. Allez. Jusqu'à la slide des horaires de fermeture, on va passer assez rapidement pour pouvoir montrer effectivement. On revient sur les interdictions. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer que les interdictions de stationnement sur les voies de parcours qui vont commencer dimanche le 1er septembre jusqu'au dimanche 8 septembre, vous avez la liste. Il y a juste une petite... le chemin de la Tourelle qu'on va fermer du 6 au 8. Ça, fait partie de notre bloc. C'est ce dont vous avez la liste complète. Donc, c'est des voies que nous devons dégager parce que nous, il faut comprendre que notre parcours, il est barriéré dans sa totalité. Donc, on doit installer un barriérage où on va garder les intersections ouvertes. On a une liste de choses qu'on doit garder ouvertes et refermer et réouvrir à tous les jours. On a une manipulation logistique qui est très grande sur le parcours. On en est conscient, on va le faire aussi, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on planifie. Mais vous comprenez que sur 14,2 km, on ne peut pas faire ça en une soirée. Donc, on doit étaler l'installation et d'où ces arrêtés qui vont être pris. Juste, pardon Brigitte, sur le chemin de la Tourelle, petite précision, il est probable, on est encore en train de regarder avec les équipes, qu'il y ait des besoins de circulation sur la journée de familiarisation qui est le 3 septembre. Donc on avisera si effectivement sur la journée du 3, on demandera un arrêté de stationnement ou pas. Et sinon on essaye de limiter sur cette voie-là. Que les interdictions sont... Oui, ça c'est la liste sur notre parcours. Les interdictions pour circulation capable. Donc sur la slide d'après, donc là on a fait les besoins de stationnement pour pouvoir déposer l'ensemble des barrières pour sécuriser le parcours. Et à la suite de ça, donc on va arriver sur des interdictions de circulation sur le parcours pour les sportifs. Petite précision sur les arrêtés de stationnement, c'est qu'on va le voir après, on a des points, ce qu'on appelle des points de cisaillement pour laisser passer les piétons ou sur certains endroits les véhicules d'urgence. On a bien entendu, même si on met des barrières, qu'on ne va pas condamner l'ensemble des routes. Donc on va laisser des points d'ouverture au fur et à mesure sur les points qu'on va vous présenter après. Et ce que je veux préciser, c'est quand on voit le 3 heures après l'épreuve, c'est que il faut comprendre que le parcours, on l'a séquencé en zones. Et le 3 heures inclut soit le retrait de barrière qu'on devrait retirer ou la réouverture des intersections qu'on doit faire. Donc, en ce moment, tout est précisé, nous, mètre par mètre, et je dirais intersection par intersection. Vous ne le voyez pas, ça c'est l'horaire global. Mais c'est un peu une idée, juste pour que vous ayez une bonne idée des horaires que ça donne. Sur la diapositive suivante, on vous fait un résumé de ce qu'on a installé au niveau des cisaillements piétons. En ce moment, on a environ sur la totalité de la portion de la Clichy-sous-Bois, on a environ un cisaillement piéton environ 400 mètres. On a 15 cisaillements qui vont être mis. C'est des cisaillements qui sont gérés par de la sécurité payante et des volontaires. Et quand on ferme notre parcours hermétique 2 heures avant le début de la course pour faire l'installation de tout le matériel qu'on doit mettre sur notre parcours avant le début des courses, ben, ces cisaillements-là sont actifs avec les gens qui vont laisser passer les gens. Ils vont s'assurer que quand vous voulez passer, qu'il n'y ait pas un vélo qui arrive.
ou une voiture ou une moto. Donc, c'est ça qu'on doit s'assurer. Donc, on demande à tout le monde de respecter ce que nos volontaires et nos équipes sur ces cisaillements-là vont vous indiquer. C'est pour votre propre sécurité, parce que vous ne voulez pas être frappé par un tandem qui arrive, je vous le dis, vous ne trouverez pas ça très drôle à la vitesse qu'ils vont arriver. Donc, c'est très important de bien respecter ce qu'ils vont vous indiquer. Donc, ces cartes-là vont vous être de toute façon distribuées et donc vous allez avoir. Et la diapositive suivante, c'est les 7 cisaillements véhicules qui seront sur le parcours pour permettre des passages en amont des courses, entre nos courses, et à la fin des courses, quand on va réouvrir, 15 minutes après qu'on va réouvrir ces cisaillements pour laisser passer les véhicules des riverains et des ayants droit. Donc, le CVU 13, d'ailleurs, est un CVU qu'on vient d'ajouter, je pense, dans les dernières semaines, pour permettre d'utiliser un stationnement qui a été, je ne vois plus monsieur le maire, mais oui, il est réparti. Donc, il y a un stationnement 150 places qui va être ouvert à cet endroit-là. Donc, c'est un CVU qu'on a ajouté pour que les gens puissent passer d'un endroit-là. Peut-être Régine, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Les points de cisaillement piétons, c'est-à-dire les zones, les points sur lesquels on peut traverser le parcours, peuvent être traversés toute la journée, même pendant les compétitions, etc. Et il y a des bénévoles qui sont là pour vérifier qu'il n'y a pas de vélo qui arrive, mais en tout temps, on peut traverser le parcours sur tous les points jaunes que vous avez vus sur la diapositive précédente. Oui, voilà, c'est ça. C'est évidemment qu'on puisse, quand on est à pied ou à vélo, avec son vélo pied à terre, traverser le parcours et rejoindre les différentes zones que vous avez à l'intérieur du parcours. Pour ce qui est des véhicules, c'est bien entendu plus compliqué. Il y a des points de cisaillement véhicules que vous voyez ici, qui sont les points de cisaillement rouges. Là, pour le coup, les ouvertures, elles sont plus limitées, puisque c'est uniquement entre les différentes épreuves qu'il y a au cours de la journée et avant, après la compétition. Globalement, ce n'est pas des points qui sont ouverts toute la journée pour que les choses soient bien claires avec l'ensemble des participants. Oui. Vous avez bien appris votre leçon. Donc, oui, c'est en plein ça. Donc, puis on pourra répondre aux questions par la suite. On vous a mis un exemple, on a pris l'exemple du mardi, si on peut changer la diapositive. Donc le mardi 3 septembre, c'est la journée de la familiarisation. Donc, on estime que on va laisser les véhicules passer jusqu'à 8h30 avant qu'on commence l'entraînement. Et par la suite, étant donné qu'on a coupé la pause repas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va finir l'entraînement des athlètes à 15h30 et à 15h45, on va vous réouvrir tous les cisaillements de véhicules d'urgence pour permettre aux riverains, encore une fois, de reprendre ces cisaillements-là. Et au fur et à mesure, avec les autorités, on va réouvrir le parcours. Il faut comprendre qu'un parcours, nous, on ne peut pas juste dire le dernier athlète est passé, on le réouvre. Il faut qu'on le fasse vraiment conjointement avec les autorités parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas un véhicule qui arrive en arrière je sais pas, d'un athlète ou d'un bénévole qui est en train d'enlever un équipement. Et ce que je veux préciser, et c'est un peu ça aussi la gymnastique logistique que les gens ne voient pas en ce moment, c'est que nous, le parcours, on va l'installer et on va le monter, le démonter à tous les jours. Donc, on doit installer des balles de foin, on doit installer des matelas de protection à certains endroits qui sont plus dangereux, on doit installer de la signalétique pour les athlètes. C'est la même dynamique logistique sur tous nos parcours, d'où quand on dit qu'on ferme, qu'on vient s'installer à l'avance et qu'on réouvre par la suite, c'est que nous, pour se permettre d'installer tout ça, on doit le faire dans un environnement qui est sécuritaire pour nos équipes. Donc, c'est pour ça qu'on garde les cisaillements véhicules d'urgence ouverts le plus longtemps possible avant le début de la course. On va fermer 30 minutes avant le début de la course parce qu'on va aller faire, nos équipes d'officiels vont faire une inspection du parcours pour s'assurer que tout est parfait, pour qu'on soit capable de donner 30 minutes plus tard le départ de la course et qu'on puisse aller gagner et que les athlètes puissent aller gagner leur première médaille paralympique. Et à la fin de la course, c'est la même chose. On va rouvrir les cisaillements les CVU, comme on les appelle, le plus rapidement possible. Et nous, on va en arrière démonter le plus rapidement possible pour être capable de rouvrir et permettre le retour à la normale pour la soirée. Donc sur cette slide, donc effectivement là on parle principalement de véhicules et de circulation de véhicules. Encore une fois, comme le disait Edouard, comme l'a déjà dit Brigitte, et comme on le redira tout le temps, les points de cisaillement piétons sont ouverts et bien entendu on les a travaillés collectivement avec
avec la ville et avec la préfecture, notamment les différentes autorités, pour faire en sorte que devant l'école et devant le centre de l'école ou devant au niveau du collège, il y ait les points de cisaillement piétons qui vont bien pour que tout le monde puisse aller au niveau des écoles ou rentrer chez soi à pied ou à vélo, pied à terre ou en trottinette. On peut donner un autre exemple sur la journée on est au quel jour? Mercredi, voilà, mercredi 4 septembre, toujours sur la partie véhicule. Le mercredi 4 septembre, c'est des journées de contre-la-montre. Donc, vous êtes tous familiers, vous êtes tous des spécialistes de cyclisme en France. Donc, le contre-la-montre, chacune des catégories va partir une après l'autre. Les athlètes vont partir un après l'autre pour faire leur boucle. Nos courses vont commencer à 8 h le matin. On a 19 classes en compétition sur ce contre-la-montre-là. Donc, on va permettre sur les CVU qu'on a des traversées jusqu'à environ 7h30 le matin. Donc, si vous décidez tous de partir à 7h28 de chez vous, je vous garantis que vous ne passerez pas le point de cisaillement. Donc, il faut juste planifier votre matinée pour être capable de sortir, ou si vous avez besoin d'un véhicule, vous avez besoin de votre véhicule, ma suggestion est il va y avoir des idées de stationnement alternatif aussi, je sais qu'ils sont en train d'être confirmés, de sortir votre véhicule soit la veille ou plus tôt pour vous le passer. On va avoir une traversée possible aussi, ce qui est anormal habituellement dans notre monde à nous, parce que d'habitude, quand on ferme un parcours, on ne le réouvre pas de la journée. On le garde hermétique, fermé, complètement sécurisé, mais on va avec les discussions qu'on a eues autant avec la mairie, le département et la préfecture aussi, qu'on réouvre sur la pause du... je m'en allais dire... je m'en allais dire comme au Québec, mais dîner... Non, déjeuner. Sur la pause déjeuner, on va réouvrir pour permettre un mouvement de riverains et on va aussi, il va y avoir une traversée qui va être possible quand on va réouvrir encore une fois les CVU vers 16h50. Donc, l'objectif aussi, c'est qu'on a planifié le démontage du parcours en zone aussi. Donc, on va faire les zones plus impactantes en premier. Pour les zones un peu moins impactées, on va les faire par la suite. Donc, c'est un gros travail de logistique, c'était pour vous donner un exemple. Et par la suite, je pense qu'on est rendu au relais de la femme. Oui, on peut aller sur les slides suivantes. Pour information, donc on ne va pas rentrer dans les détails de chaque journée, mais on travaille bien entendu finement sur cette planification. On aura ce qu'on appelle un centre de commandement. Je vais rentrer dans nos jargons techniques et non spécifiques, mais on va dire que le centre de commandement, il sera au sein du complexe Henri Barbus. On aura donc entre la gestion de compétition de course, vraiment la partie sportive avec les fédérations internationales et les commissaires de course, et la partie autorité sur la tenue notamment des points de cisaillement, tout ce qui va être accès vers les périmètres. On sera collectivement tous, pas dans la même pièce, mais vraiment juste à côté pour débloquer ou en tout cas réouvrir au plus proche des besoins les points de cisaillement, véhicules et les parcours. Voilà, donc on peut passer. Alors, on a une petite vidéo sur le relais de la flamme paralympique, mais peut-être on peut aussi prendre un temps maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé, un temps de questions-réponses peut-être, avant de montrer la petite vidéo du passage du relais de la flamme. Merci beaucoup, mesdames. On peut aussi les applaudir. Elles ne l'ont pas dit, enfin, toute l'équipe du COJO ne l'ont pas dit, mais il ne s'occupe pas que de Clichy-sous-Bois. Hein. Il s'occupe de l'ensemble des courses qui ont et qui vont avoir lieu. On va peut-être commencer à prendre une série d'échanges de questions-réponses sur les différents sujets qui ont été évoqués, et en fonction de votre question, on donnera la parole aux uns et aux autres. Qui veut commencer? Monsieur. On prend quelques questions. Les transports en commun. Ok. Une autre question? Monsieur, par là. Merci, Étienne, de faire l'essuie-glace. Plus haut. Plus fort.
Savot, le coordinateur de la maison de santé Château de la Terrasse. Je voulais savoir si les patients vont se rendre sur la maison de santé pour leur consultation. Donc c'est la maison de santé du Château de la Terrasse. Monsieur est le coordinateur du site de notre maison de santé pluridisciplinaire. Et le Château de la Terrasse est allée de Sévigné, donc il est sur le circuit, il me semble. Oui, complètement sur le circuit. On va essayer de repérer les mains pour que le micro ne fasse pas trop d'aller-retour. Peut-être qu'on peut avoir 2 micros. Il y en a qu'un? Ah bon. Résidence de la Pelouse. Moi, je me présente, je suis Monsieur Couturier, je fais partie du domaine de la Pelouse, je suis vice-président. Et j'ai plein de boutiques, donc d'une association, qui va se retrouver bloquée pour ces livraisons des magasins. Il y a un salon de thé aussi qui est ouvert, il y a un coiffeur, il y a un cabinet d'assurance, il y a une comptabilité, donc je ne sais pas comment ça peut se passer pour les livraisons et voilà. On en prend encore une? Ça vous va? Oui. Donc livraison des magasins. Oui, bonsoir. Moi, j'habite à la route stratégique. Mon époux, il travaille et il a un véhicule de société. Et il rentre vers les 15h, 15h30. Est-ce qu'il aura la possibilité de se garer? Parce que nous, on se gare à l'intérieur de chez nous, dans le pavillon. Donc, est-ce qu'il aura la possibilité d'avoir un pass pour pouvoir rentrer? Il part tôt le matin, par contre. Donc, ça ne posera pas de problème. C'est surtout pour rentrer. Comme c'est un véhicule de société, donc, pas me garer n'importe où. Merci. C'est en fait, madame habite sur la route stratégique, donc dans la partie du circuit, et elle demande si son mari pourra rentrer véhicule chez eux vers 15h30. Mais pendant, ça sera redit, hein, mais pendant les épreuves, même si on habite là, on ne pourra pas emprunter le circuit des épreuves en même temps. Donc on vous proposera des parkings éloignés, soit vous laissez la voiture là jusqu'au moment où les épreuves se terminent et vous pouvez revenir chez vous à la fin des épreuves, soit vous laissez la voiture sur ce parking parce que vous repartez trop tôt ou trop tard le matin et les épreuves auront redémarré. Donc ça, on travaille, on y reviendra à un stationnement extérieur aux zones. Moi j'ai mon épouse qui nécessite des soins tous les jours. Donc ça pose un problème. Et en plus, je dois me rendre le 4 septembre à l'hôpital à Paris. Là, je ne sais pas comment faire. Normalement, c'est moi qui l'emmène. Bon, moi, je veux bien me lever de bonne heure et puis l'emmener. Mais je voudrais savoir quel jour je peux faire. On commence à répondre à quelques questions, peut-être? C'est moi qui réponds aux questions. Il y a des questions plus précises. Non, sur les transports en commun, peut-être la première. Sur les transports en commun, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc, en principe, donc, tous les opérateurs ont eu ces cartes, tous, notamment Île-de-France Mobilité, mais pas que, ils ont tous eu ces cartes. Le principe, c'est que dans les périmètres d'interdiction de circulation, le principe, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun. Sauf que pour certaines lignes, on a eu des demandes de dérogation. Je n'ai pas souvenir, Estelle, qu'on en ait eu sur ce secteur. La sous-préfète, parce que c'est compliqué, dans la mesure où c'est une boucle fermée, il faut couper une voie. Donc la difficulté, c'est comme on a restreint le périmètre d'interdiction, il est vraiment au plus près de la course. Donc c'est compliqué qu'un bus, pendant les compétitions, traverse. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc tous les opérateurs travaillent à des déviations des lignes. Donc, les transports en commun marcheront, certaines stations seront fermées et déplacées. C'est un travail qu'on mène actuellement. Et... Pardon? Le tramway, oui, le tramway est maintenu.
Voilà, donc voilà, les transports en commun, c'est le principe, hein, donc on y travaille encore. Il y a des endroits où on peut accorder des dérogations. Là, c'est quand même compliqué parce qu'il faut couper une route hein, dans les conditions qui ont été rappelées hein, par le COJO tout à l'heure. Bon. Sur la deuxième question, sur la maison de la santé Château-Terrasse, hein, qui est à l'intérieur du périmètre, pour l'accès en véhicule, ça se fait là encore dans les conditions que vous avez dites, hein, c'est-à-dire il faut forcément pour y accéder, il faut traverser la route, le site, et donc forcément il faut le faire aux horaires qu'on a dites. Hein. Sur le parcours, mais si c'est le cas, c'est bon. Ça dépend dans quel sens. Non, ça dépend dans quel sens. Hein. Il faudrait qu'on voit la carte, hein, mais oui, pour les piétons, oui, voilà, piétons, vélo, voilà, piétons, vélo tenu à la main pour traverser, il n'y a pas de problème. Hein, mais pour les véhicules, c'est plus compliqué. Alors, sauf si effectivement vous êtes de l'autre côté qui n'impose pas de traverser la piste. Je ne sais pas si c'est le cas, monsieur. Je vais pas. On peut y avoir compris que la maison de santé était sur le parcours. Oui, il faut qu'on regarde spécifiquement sur la maison de santé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, on ne pourra pas y accéder en voiture. Si elle est de l'autre côté, on ne peut pas couper la route. Non. Pardon, je reprends mes notes. Ensuite, il y avait, alors pour les questions des livraisons des centres, on va dire les livraisons d'une manière générale hein, pour les commerces, ça c'est possible évidemment. Alors pour ceux qui sont dans le périmètre rouge, sans être à l'intérieur de la boucle, c'est possible. Hein, il n'y a pas de difficulté et on n'a pas spécialement, Estelle, prévu d'heures particulières. Hein, c'est tout le temps, même quand la course est activée, dès lors qu'on ne va pas sur l'itinéraire, hein, dès lors qu'on n'a pas à couper l'itinéraire de la course. En revanche, quand il faut couper l'itinéraire, pour les livraisons, donc c'est pas une raison valable de cisaillement. Hein, donc il faudra s'organiser pour attendre les horaires, les plages horaires où c'est possible, quoi, en fait. Hein, où soit on est entre deux sessions, soit la course est terminée, elle a commencé le matin, elle est terminée l'après-midi. Là, vous avez quand même des plages horaires pour les livraisons. Je parle pour les livraisons. Tout ça va être connu et communiqué. Honnêtement, il y a possibilité de s'organiser quand même. Hein. Dans certains sites olympiques, notamment dans le centre de Paris, ou en Seine-Saint-Denis, autour du village olympique, côté Saint-Denis, les sites sont activés de 7h30 du matin à minuit. Donc là, pour les livraisons, c'est autrement plus compliqué. Là, vous avez quand même des créneaux où ça semble possible. Hein. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste, je pense qu'il y a le cas particulier des commerces qui sont le long du parcours, qui, eux, ne pourront être livrés qu'en dehors des heures de fermeture du parcours, donc plutôt la nuit. Dans un des exemples qu'on a montré, le parcours, donc la route qui emprunte le parcours, est fermée de 5h du matin à 20h. Donc là, évidemment, les livraisons ne pourront avoir lieu qu'en dehors de ces horaires pour les commerces qui se situent le long du parcours. Ensuite, ceux qui se trouvent à l'intérieur de la boucle, on peut utiliser les horaires de cisaillement qui permettent de le traverser, notamment sur la plage de midi pour plusieurs jours. En revanche, pour ceux qui sont le long du parcours, ça sera forcément la nuit pour ces quelques jours concernés. Je crois que monsieur, vous êtes à l'intérieur du parcours, ou le long du parcours, à l'intérieur de la boucle. Hein, oui, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même des plages pour les livraisons, il y a quand même, on peut quand même s'organiser. Hein, c'est moins compliqué que dans d'autres zones où je vous dis, dans d'autres secteurs de France, c'est toute la journée où c'est compliqué et on est obligé d'ouvrir des heures de livraison possibles. Oui, monsieur, pardon, si vous voulez compléter. C'est une épicerie solidaire. On verra les cas particuliers. On a commencé déjà à les recenser de toute façon. C'est ce que je voulais dire. Madame Amadi m'a propose de le redire. Je pense qu'en fin de session sur les cas particuliers, soit monsieur, vous avez un soin avec des déplacements spécifiques ou sur les commerçants, peut-être laisser vos coordonnées donc, aux équipes mises en place par la ville. Et après, sur le sujet, à voir, mais on peut aussi lancer à disposition s'il faut refaire une réunion dédiée pour les commerces et les commerçants, comme on peut le voir aussi dans d'autres collectivités, pas de souci pour traiter un peu plus au cas par cas ces sujets de livraison ou déplacement de soins.
je dois, j'ai sauté un bout du planning et on a oublié de présenter le site Anticiper les Jeux. Et comme Madame Lopez doit nous quitter dans 10 minutes, je propose de... D'ailleurs, sa présentation va répondre aussi à un certain nombre de vos questions. Et ensuite, on reprendra, si vous en êtes d'accord, le jeu des questions-réponses. Excusez-moi, je vous ai oublié. Pardon. Bonsoir à tous. Donc, je suis Sylvie Lopez, je suis responsable d'animation territoriale pour le site anticiperlesjeux.gouv.fr. Et vous entendez? Oui. Et je vous remercie en tout cas pour l'invitation et puis pour ce petit temps de parole. Je vais vous présenter un outil, donc le site anticiperlesjeux.gouv.fr, qui va vous permettre justement de vous aider à vous organiser pour vos déplacements. Il y a peut-être un support à présenter. Alors, peut-être pour commencer, en attendant que le support soit présenté, le site anticiperlesjeux.gouv.fr, vous allez retrouver le cœur du site. C'est une carte interactive qui va vous permettre d'avoir toutes les prévisions de fréquentation dans les transports en commun et de visualiser aussi quelles sont les voies olympiques, quels sont les périmètres de sécurité et de pouvoir vous organiser par rapport à ça. Vous allez retrouver dessus, on peut passer 2 slides je pense, des outils pour les professionnels et les collectivités. Vous avez dedans des plans d'action personnalisés justement pour rentrer votre type d'activité et puis pouvoir voir des conseils spécifiques qui vous sont donnés. Vous aurez dessus des kits de communication et on va mettre également en ligne des informations avec ces fameux créneaux de livraison que vous évoquiez pour pouvoir vraiment valoriser à quel moment vous pouvez vous faire livrer et gérer votre commerce et votre activité au quotidien. Ce qu'on est en train d'enrichir, c'est les pages villes, donc je vais vous les présenter dans un instant. Vous allez avoir vraiment toutes les informations, à la fois sur les jeux, sur les transports en commun et sur les impacts routes au niveau local. Donc, les informations qui vous ont été présentées tout à l'heure, vous pourrez les retrouver sur les pages villes d'ici une dizaine de jours, je pense, pour la Seine-Saint-Denis. Et puis vous avez bien entendu des alertes infos, des actualités, des petits articles qui vont venir s'enrichir au fur et à mesure et vous donner des informations complémentaires. Ce que je vous propose, c'est de présenter la carte interactive. On a une petite vidéo qui suit, si vous voulez passer. Voilà. On peut couper le son. Donc cette carte interactive, elle vous permet plusieurs choses. Elle permet déjà, juste en renseignant son adresse, de voir si on est concerné ou pas par un périmètre de sécurité. Elle vous permet ensuite, soit en renseignant votre adresse, soit celle du lieu qui vous intéresse, en choisissant un mode, donc soit route, soit transport en commun, d'accéder à des prévisions de fréquentation ou aux informations sur les voies olympiques et sur les périmètres de sécurité qui sont activés. Donc là, vous voyez, on a choisi transport en commun, on a rentré une adresse, on choisit sa date et heure par heure, jour par jour, ça va vous donner les prévisions d'affluence dans les transports en commun. Donc on voit les stations qui passent du rouge au vert, etc. en fonction des horaires de compétition, mais également la ligne. Si vous cliquez sur une station, vous avez l'information pour la journée et on voit par exemple dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure qu'il y a des créneaux horaires qui sont plus faciles pour se déplacer que d'autres. On peut voir également l'ensemble de la ligne, bien entendu, pour voir les tronçons qui sont chargés de ceux qui sont moins chargés. Si vous passez au mode route, vous avez les voies olympiques qui sont ici en noir et vous avez les périmètres de sécurité, donc zone rouge, zone bleue, avec les différents contraintes de circulation afférentes. C'est un peu moins spectaculaire que pour la partie transport en commun, mais ça évolue également au fur et à mesure de la journée. Ça vous permet de visualiser si le périmètre est actif ou n'est pas actif. J'ai pris un peu d'avance sur la vidéo. Ok. On peut passer à la suite. Donc ça, c'est vraiment la carte interactive qui est un des outils les plus utilisés sur notre site internet et qui a été construit avec IDFM, donc pour la partie transport en commun, et avec la préfecture de police pour tout ce qui est périmètre de sécurité.
Vous avez également, si on passe au slide suivant, des pages villes qu'on est en train de construire. Donc celles de Seine-Saint-Denis ne sont pas encore en ligne, elles seront bientôt disponibles d'ici 10 ou 15 jours. Et là, c'est vraiment des informations locales qui vous sont données, avec à la fois une première partie qui est plutôt la présentation des jeux, de ce qui s'y passe pour comprendre un petit peu les impacts. Et puis vous avez ensuite deux onglets, un onglet route, un onglet transport en commun, où vous allez trouver des cartes détaillées, des conseils, des zones de stationnement qui sont éventuellement non accessibles pendant une période donnée. Et puis si on regarde la partie transport en commun, il y a des conseils de rabattement sur des gares qui sont plus favorables que d'autres. Si l'accès au RERB est plus difficile, comment on contourne et comment on va ailleurs, etc. Voilà. Sur la page suivante, on voit les informations qui sont téléchargeables depuis ces pages vides. Donc on est en train de faire plusieurs choses. La première, c'est des petits livrets d'informations pour synthétiser ces éléments-là. Ça vous permet de l'avoir à disposition, de le donner à quelqu'un qui éventuellement n'a pas accès facilement à Internet ou autre. Donc un petit livret qui, pareil, présente une synthèse des impacts route, des impacts transport en commun. Sur la page suivante, on présente des affiches, des choses que vous pouvez coller sur votre frigo, du coup, ou faire ce que vous voulez avec. Donc il y en a pour la route, il y en a pour les transports en commun. Sur celui de la route, on va afficher à la fois donc, les moments où les périmètres de sécurité sont actifs, et les moments où vous avez des créneaux de livraison possibles. Donc ça, c'est un outil intéressant pour les professionnels. Sur la partie transport en commun, il y a une synthèse des conseils, les lignes qu'on vous conseille, les stations qu'on vous conseille, les itinéraires de contournement. Et il y a une deuxième chose intéressante qui est quand on ne peut pas changer de gare ou de ligne, une météo des gares qui vous permet de savoir quels sont les moments où votre gare va être la plus chargée. Donc tout ça, c'est des informations que vous pourrez télécharger depuis le site anticiperlesjeux.gouv.fr. Voilà. Peut-être en complément, donc vous dire qu'il y a également des informations à destination des professionnels. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous disais, il y a des plans d'action personnalisés, il y a des outils, si on passe au slide suivant, les outils J'optimise pour la logistique urbaine. Voilà. Donc c'est la petite partie en bas où on a 4 outils qui peuvent aider pour la logistique urbaine avec des calculateurs d'itinéraires pour les camions de livraison, pour des choses comme ça. Donc c'est vraiment un site qui est riche, complet, qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels et où vous allez trouver toute l'info pour bien organiser vos déplacements. Merci beaucoup. On va reprendre des questions. Je crois qu'on avait répondu à peu près à toutes les questions. Je vous le redis, hein, nous, ça a été dit, il va y avoir des rues interdites au stationnement. La logique veut qu'on ne redonnera pas l'autorisation de stationner de manière longitudinale entre les courses. Parce que si tous les matins, il faut qu'on revérifie que tous les véhicules ont bien été enlevés, donc c'est pour ça qu'on travaille à faire des propositions d'autres lieux de stationnement. Bien évidemment, en zone pavillonnaire, on invitera les Clichéois à faire ce qu'ils ne font pas tous les jours, c'est-à-dire utiliser leur garage, leur allée, et bien rentrer leur véhicule. On pourra, en dehors des horaires de course, bien évidemment, revenir jusqu'à chez soi, même en voiture, si on n'est pas dans la période des horaires de course. Mais à ce stade, on ne pense pas redonner le stationnement, sauf s'il y a eu un changement voilà, redonner le stationnement, parce qu'il y a des barriérages qui vont être mis, ça a été expliqué, et donc redonner le stationnement, je ne sais pas, le long du chemin de la Tourelle, par exemple, tous les soirs, ça n'aurait pas beaucoup de sens, compte tenu du centre commercial des Marronniers, etc. On aurait des voitures, certains qui vont oublier de les enlever, et il faudrait faire passer la fourrière le lendemain matin et faire tout le tour. Donc c'est pour ça, pour ceux qui ne pourront pas soit partir ou rentrer en dehors des horaires de course, on fera des propositions de stationnement en dehors de la zone. On travaille avec Leclerc, on travaille avec le maire de Lévry-Gargan, on travaille avec l'ancien. Nous, sur nos sites à nous, le stationnement, on est en train de recenser tous les sites de stationnement possibles, l'ancien conservatoire, etc. Tous les lieux où on pourra ouvrir des nappes de stationnement les plus importantes possibles, gardiennées, pour pouvoir laisser sa voiture. Le Leclerc, par exemple, nous autorisera, ouvrira son parking tous les soirs
et l'espace sera gardienné. On a dit que le tramway marchait, donc c'est pas idéal, c'est pas à côté de chez soi, mais il y aura un endroit certain où on pourra aller se garer, mais il y en aura d'autres. On regarde aussi avec le maire de Montfermeil. D'autres questions? Il y en avait deux auxquelles on n'avait pas répondu. Il y en avait deux. Sur les Clichéois, aucun, puisque je me suis engagé depuis de nombreuses années à ne pas augmenter les impôts et même à les baisser à chaque fois que je le pouvais. Pour le reste, le COJO, mais il faudra y revenir, c'est une épreuve équilibrée à ma connaissance et payée par les sponsors et la billetterie, mais je pense que tu peux le... Tout à fait. Paris 2024 est financé à 99% par les sponsors, les droits de télévision et la billetterie. Donc même pas celle du paracyclisme, puisqu'il n'y a pas de billetterie ici. Mais l'ensemble des épreuves est financé sur fonds privés, tandis que le reste, les seuls investissements publics qu'il y a, c'est sur des équipements pérennes, donc qui produisent de l'héritage. On a d'ailleurs... D'ailleurs, je ne l'avais pas dit, à Clichy, nous avons un héritage très positif. Il y avait des travaux prévus sur le stade Henri Barbus qui sont 100% payés par le COJO, et donc pas par les Clichéois, alors que c'était déjà prévu. Il y a notamment, mais pas seulement, l'adaptation de nos vestiaires, de nos toilettes, de nos douches aux personnes à mobilité réduite, et ces chantiers qui sont obligatoires et pour lesquels j'avais un peu honte qu'ils n'avaient pas encore été faits, sont pris en charge par le COJO pour la zone d'accueil des athlètes. Et tout l'aménagement, vous avez pu remarquer qu'actuellement le stade Henri Barbus est en travaux, donc on est en train de réaménager le parking, etc. Et ces travaux, on avait prévu de les faire pour mettre une halle sportive dans le cadre d'une subvention de l'État sur les sites sportifs de proximité, mais toute la dalle qui devait être faite pour accueillir cette halle a été financée entièrement par le COJO, et Clichy a aussi sa part d'héritage. Au total, on estime entre 7 et 11 milliards d'euros les bénéfices pour la France en termes de retombées économiques des Jeux, avec tous les visiteurs notamment qui vont venir pour les Jeux. Et l'hôtel BNB, qui n'est pas encore ouvert, est déjà complet pour la période des Jeux Olympiques. Je le redis parce que c'est important. Les déplacements piétons, vélos, etc. seront possibles. On n'est pas la ville la plus grande du monde. Donc, aller chercher le tramway, aller récupérer le 613 en dehors de la zone, ça sera possible. On n'est pas assigné à résidence pendant 4 jours. On travaille avec les écoles. Je salue d'ailleurs l'inspecteur de l'éducation nationale qui est présent en plein milieu de la salle, notamment pour les écoles Barbus, Claude Gillin et Marie-Pape Carpentier qui seront au milieu de la zone, pour évidemment, notamment l'école Claude Gillin et les écoles Barbus n'accueilleront pas les enfants accueilleront les enfants le jour de la rentrée puisque c'est avant les épreuves, et ensuite on travaille avec l'État, avec l'éducation nationale à faire des propositions pour que les enfants aillent sur différents sites olympiques pour voir des épreuves, restent à Clichy pour les plus petits dans cet espace 93, au conservatoire et ailleurs, où on leur proposera des activités, des spectacles, etc. Donc on essaye de tout prendre en compte avec le soutien des services municipaux et de l'État, bien évidemment, et de l'éducation nationale. Oui, monsieur. Il a répondu à ma question, donc merci, monsieur le maire. Effectivement, c'était pendant les épreuves des Jeux Olympiques, le 3, le 2 et le 4. C'est-à-dire que ça ne va pas perturber la rentrée scolaire. Donc vous avez répondu à ma question. Merci. Ça va la modifier. Perturber un peu, mais modifier, oui. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le préfet. Je suis artisan. Est-ce qu'il y a un pass pour aller travailler sur Paris pendant les Jeux Olympiques? Comment ça se passe pour nous? Oui, vas-y. C'est vos micros ouverts. Ça dépend où vous allez dans Paris. Si vous êtes artisan, vous faites des travaux en fait. Je suis électricien, donc je travaille dans les quartiers. Voilà. Oui, dans les quartiers, on va être en zone rouge comme
faut que vous demandiez... D'abord, c'est possible, hein, c'est possible, donc ça, c'est quand même déjà plutôt une bonne nouvelle. On a prévu la possibilité pour les personnes qui travaillent, qui réalisent des travaux, mais il faut que vous demandiez le pass, si vous devez pénétrer dans une zone rouge en véhicule, hein. Bon, mais je suppose que c'est forcément le cas, hein. Vous faites des prestations chez les gens, en fait, hein. Donc il faut demander un QR code, hein, sur la plateforme. C'est la même plateforme pour toute la région, et vous signalez la zone où vous devez vous rendre, et on vous délivre une attestation. Si à l'avance, vous savez que vous allez devoir aller dans plusieurs zones rouges, vous pouvez faire une demande unique, hein. Voilà. Alors là, oui, parce que si je dois dépanner chez des gens, il y en a un qui habite à droite et l'autre à gauche, je ne vais pas faire petit QR code. Mais vous avez la possibilité de demander pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, une attestation qui est valable pendant tous les Jeux, toutes les zones. Voilà. Mais et pour les interventions urgentes, vous pouvez même y aller directement. Voilà. Après, il faut, si tout le monde fait ça, on peut avoir aussi des embarras de circulation qui feront que la zone sera peut-être difficile d'accès quand même. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais pour les interventions à domicile, ben voilà, il n'y a pas de problème. Pour les travaux, il n'y a pas de problème d'une manière générale pour les travaux. Après, vous n'intervenez pas sur du gros œuvre, des chantiers extérieurs, d'accord. Pendant qu'on continue à répondre à vos questions, les jeunes de l'équipe de médiation vont tirer au sort dans un coin sous le contrôle de Maître Loudemer qui n'est pas là. Mais donc, j'ai des références anciennes, je suis un peu vieux. Donc ils vont tirer doucement, et on donnera les noms tout à l'heure, mais ils vont commencer à tirer. Vous pouvez les applaudir, ils vont venir chez vous. Donc faites comme s'ils n'étaient pas là, ils vont tirer chacun un bulletin et comme ça vous aurez un certain nombre de billets. J'ai vu Madame là-haut. Bonsoir. J'ai une petite question pour le personnel soignant. Parlez fort. Une question pour le personnel soignant. Est-ce que nos cartes professionnelles auront une dérogation pour passer dans les zones rouges? J'ai pas entendu votre question à la parole. Madame est infirmière, elle veut savoir s'il y aura avec les cartes professionnelles une possibilité de se déplacer. En véhicule, partout, enfin dans toutes les zones rouges, hein, si vous vous déplacez ailleurs que sur le secteur, il faut demander un pass numérique, hein. Voilà, c'est possible, mais pour les soins, pour les soins vraiment urgents, enfin dans le centre de Paris, par exemple, si vous y travaillez ou si vous allez ailleurs dans la région Île-de-France comme infirmière pour vos soins, il faut vraiment vous inscrire et justifier du besoin vraiment de vos patients d'avoir une infirmière qui se déplace à domicile et en véhicule. Voilà. Mais c'est possible, il faut faire la demande. Monsieur. Bonsoir. Et concernant les conventions qui sont situées à l'allée courant, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez exercer normalement? Pour les clients qui viennent à pied, oui. Et par contre, on a des voitures de livraison. Ils peuvent rester sur le parking ou non? Il faut qu'on les débarrasse. On a un parking privé, nous, derrière. Sur l'allée courant. Sur le parking, oui, mais ils ne pourront pas y rentrer pendant que les courses auront démarré. Pendant la course, ils peuvent rester stationnés derrière, sur le parking. Oui, on pourra. Ce parking-là, il n'est pas interdit, mais on ne pourra pas y accéder pendant le moment où les courses auront démarré. Et les livraisons devront avoir été prévues avant que le circuit soit complètement fermé. Donc il n'y aura pas de livraison. Juste pendant les courses, non. Que sur place. Il y aura des livraisons. Ah, Uber Eats et tout ça? Des scooters? Tout à fait, oui. Non. Comme ça, Uber Eats, les livreurs Uber Eats arrêtent de dire qu'ils sont à vélo quand ils seront à scooter. S'ils sont à vélo, ils pourront. Il y en a plein qui disent arriver à vélo et ils sont à scooter. S'ils sont à vélo, ils pourront. Y a-t-il d'autres questions? Il marche bien ce micro. Monsieur Couturier, je vous avais vu relever la main? Non, c'est bon. Ah, vous avez des réponses privées.
monsieur, toujours le château de la Terrasse. Je voudrais une précision pour les praticiens qui n'habitent pas tous la commune de Clichy. Est-ce qu'ils pourront se rendre avec une dérogation à la maison de chantier qui est sur une zone rouge pour venir travailler? Il faudra définir les horaires. S'ils arrivent avant la fermeture, oui. Et pour les soins à domicile, vous avez indiqué qu'il fallait être vélo à la main, mais ça risque d'être compliqué du coup sur différentes zones de se rendre, de faire les tournées à pied en fait. Ce que j'ai compris, c'est que les soins à domicile étaient bien évidemment permis. Oui, oui, enfin, les soins à domicile sont permis. Alors, dans les zones rouges, honnêtement, on l'a plutôt réservé pour les personnes vulnérables. Quand le patient est une personne vulnérable qui a absolument besoin de soins. Hein, c'est pour que vous puissiez les faire en véhicule, attention. Hein, quand on se déplace différemment, à pied, il n'y a pas de problème. Mais on l'a plutôt prévu pour les personnes vulnérables. Alors après, ça dépend du stationnement aussi. Hein, parce que ce qu'on veut éviter dans la zone, c'est qu'il y ait une circulation de voitures, parce qu'il y a des athlètes, parce qu'il y a le public aussi qui va au bord des routes pour voir la compétition. Donc on préfère, voilà, on l'avait de base, on l'avait plutôt réservé aux soins qui sont dispensés à des personnes vulnérables ou pour des soins indispensables. Voilà, c'est plutôt ça quand même la règle. Hein. Madame, parlez fort. Pour les personnes qui habitent la résidence du stade, j'ai cru comprendre que le parking sera fermé, c'est ça? À la résidence du stade. Les parkings intérieurs ne seront jamais fermés. Le risque, c'est qu'on ne puisse pas en sortir pendant les épreuves. Du début jusqu'à la fin, du 3 oui. au 7. Non, le soir, vous pourrez rentrer dans votre parking. Le matin, si vous quittez votre parking avant le début des épreuves, vous pourrez le quitter. Et le soir, après la fin des épreuves, vous pourrez y revenir. Mais une fois que les vélos passeront devant, on ne pourra plus sortir. Je dis on parce que je suis parfaitement concerné. Donc je vois bien qu'on... Donc soit on fait le choix de se garer en extérieur de la zone et de rentrer chez soi à pied et le matin récupérer sa voiture un peu plus loin à pied, ce qui peut être probablement la solution la plus simple si on n'est pas sûr de ses horaires. Soit on se gare à l'extérieur de la zone, on attend la réouverture possible et on ramène sa voiture dans son parking. Et on rentrera dans les détails, on vous fera des propositions de différents lieux de stationnement et c'est l'objet du travail qui sera mené. À un moment, on sera assez dans du sur-mesure en fonction des situations des uns et des autres, même si on sera sur des stationnements collectifs en extérieur de la zone pour simplifier au maximum les choses. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur la scolarité. Donc, nous sommes domiciliés à la Pelouse et mes enfants, ils sont à Joliou-Curie, juste en face. Et j'ai la grande aussi qui va au collège Romain-Rolland. Donc, j'ai bien compris, la circulation piétonne est libre. Donc, on pourra déposer et récupérer nos enfants sans aucun problème. À pied. À pied, bien évidemment. À pied. Voilà, pour être sûr. Et effectivement, on fera une règle. À pied ou à vélo, on fait des régulations quand même sur le passage. Si jamais c'est en même temps qu'il y a une course, en gros, on peut moins interrompre les coureurs parce qu'effectivement ils vont très très vite. Mais dès qu'ils sont passés, on réouvre et il y a la circulation, pas de souci. D'accord, donc on aura toujours les horaires 8h30, midi, 14h. Tout à fait. Et elle au collège, bon, ses horaires ils varient un petit peu, elle pourra y aller tranquillement sans que j'ai peur. Très bien. Encore moins peur que d'habitude, il n'y aura pas de voiture. Très bien, merci. Prenez le micro, attendez, si on n'entend pas. Donc pour l'association de chez Zakia, vous avez un du cas par cas. Oui, on va regarder la situation de la boutique alimentaire. L'essentiel de ces clients viennent à pied. Oui. Voilà. Donc on a un sujet de livraison. On va voir ce qui est possible de maintenir ou pas. En fonction, j'en sais rien, il y a peut-être un jour où elle ne pourra pas être livrée, c'est possible. Ok, d'accord. Je ne peux pas m'engager que tout marche comme normalement. Oui, on parle de 4 jours.
Ok, merci beaucoup. On n'est pas obligé de faire durer le stade. Non, Oui, pardon. Alors, du coup, le complexe Henri Barbus, nous, on est en montage à partir du 12 août, jusqu'au temps de démonter, donc 15 septembre, pour, bien entendu, des questions de sécurité sur les différentes opérations. Il est fermé au public, et après, on le... Voilà, du 12 août au 15 septembre. On parle que des difficultés, c'est normal, mais ça a aussi été dit. Essayer en dehors des heures de travail, ceux qui le peuvent, de garder des moments pour aller voir les épreuves. Je pense vraiment qu'il faut aussi se dire on va avoir la chance de voir ces épreuves à Clichy, gratuitement, et de se donner un peu de temps pour se mettre au bord du circuit, soit dans la montée de la boucle de Sévigné, parce que c'est là où moi j'ai rencontré à la présentation du circuit un de nos athlètes français qui m'a dit est favori de l'épreuve en Steiger, c'est ça? J'ai oublié le nom, et donc il était venu reconnaître déjà le parcours, et il sait déjà où il va attaquer, etc. Donc n'hésitez pas à essayer de garder un peu de temps pour venir voir les épreuves et encourager notamment les athlètes français. Ce n'est pas que... C'est surtout pas une mauvaise nouvelle, c'est d'abord une excellente nouvelle. Et on parlait des commerces tout à l'heure, des sandwichs, etc. Il y a des gens qui vont venir du monde entier pour supporter les athlètes et donc forcément s'acheter une pizza, un sandwich, un coca dans les commerces au bord de la route. Pardon, j'ai vu une main se lever et je ne la vois plus. Ah, madame. Bonsoir. Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés sur Clichy-sous-Bois. Parlez bien dans le micro. Oui, pour les enfants qui ne sont pas scolarisés sur Clichy-sous-Bois. Au niveau des temps de trajet avec les transports en commun, j'aimerais juste attendre 2 semaines pour que ça apparaisse sur le site, qu'on ait plus de renseignements, c'est une bonne chose. Mais dans 2 semaines, les établissements seront fermés pour certains après le bac. Et moi, en l'occurrence, et je pense que je ne suis pas la seule chose à être concernée, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer à la rentrée pour mes enfants. J'ai besoin de savoir que mes enfants, ils ne vont pas marcher une demi-heure pour atteindre soit le tram, soit un bus, pour faire des déviations je ne sais où, et éventuellement demander à l'établissement dans lequel les enfants sont scolarisés une adaptation sur les horaires d'accueil. Donc, est-ce qu'il est possible quand même, avant 2 semaines, d'avoir une idée des déviations et sur quelle ligne il va y avoir des problèmes? Globalement, oui, mais si vous nous dites l'établissement et son bus de départ, on doit pouvoir vous répondre assez vite. Même avec ce qui m'a peur dès aujourd'hui, on doit pouvoir le faire. Donc, Saint-Louis-Sainte-Clotilde, au Rincy. Oh, ça va, à vélo, pas non. À vélo, alors moi je vais vous dire, je ne laisse pas mon enfant de 11 ans partir à vélo pour aller au Rincy, ça c'est hors de question. Enfin, je veux dire, je vais pas laisser. Non, mais là, en l'occurrence, c'est pas compliqué, il suffit de laisser son véhicule en dehors de la zone. Oui, mais après, moi, il faut que je sois arrivée, parce que je travaille aussi sur Clichy, il faut que je sois arrivée sur mon lieu de travail pour pouvoir accueillir aussi des enfants. Et il y a plein de cas particuliers, il faudra trouver des solutions. Ce qui est certain, c'est que pour aller au Rincy, il y a toute une série de bus qui continueront à fonctionner. Il faudra juste sortir de la zone. Le 601, il va continuer à fonctionner. Il existe plus le 602. Moi, je prends le tram. Et mon vélo. Je suis devenu un grand adepte du vélo. Non, je vous en prie, super. Ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, on travaille on a des groupes de travaux avec notamment l'éducation nationale, IDFM, Transdev sur les parties mobilité avec les différentes autorités. Donc les plans de bus et les déviations sont en cours de finalisation. Je ne sais pas s'ils vont sortir ou comment ils vont être présentés. Est-ce que c'est dans 15 jours ou est-ce que c'est un petit peu plus tard? Le temps devient tout stabilisé. Mais voilà, concernant la rentrée, c'est sûr, c'est qu'elle aura lieu le 2 septembre. Que les collèges et les écoles vous enverront, j'imagine,
comme d'habitude, les différents horaires de rentrée échelonnés suivant les classes de vos enfants, ou pas. Voilà, mais il n'y a pas d'adaptation spécifique sur les horaires de rentrée, mais il y aura, de toute façon, les sujets des bus est bien pris en compte. Après, on verra, notamment pour les employés communaux, ceux qui accueillent, mais on va aussi travailler sur le télétravail. Ça ne nous concerne pas, mais on va aussi travailler sur le télétravail pour limiter les déplacements et être nous-mêmes exemplaires. Et puis, comme on l'a déjà fait pendant le Covid ou à d'autres moments, on réfléchit aussi à un mode d'accueil ici pour les parents qui auraient des difficultés à quitter la zone ou qui auraient besoin que leurs enfants soient accueillis. En plus des enseignants, il y aura des animateurs, il y aura des gens diplômés pour accueillir les enfants. On n'est pas un enfant pratique. Je vois des gens qui se lèvent, peut-être qu'il est temps. Pardon, juste madame. une question, pour le coup, positive. Vous n'avez pas du tout parlé pour l'accès à la zone où se passe la zone de la remise des médailles, qui va être des moments festifs, je l'espère, pour la France notamment. Est-ce qu'on peut accéder facilement avec des groupes, enfin, comment les choses vont se dérouler? Est-ce qu'on aura des horaires? Voilà, sur cette question-là. Merci. La zone de célébration est... Donc vous avez compris, hein, c'est sur la petite pelouse verte qui a été pendant un temps cloisonnée. On a repoussé le début d'un chantier, d'un petit immeuble à cet endroit-là. Et c'est là qu'auront lieu l'ensemble des remises de médailles et les bonus. Exact. Il y aura, du coup, il y a 34 épreuves, donc il y a 34 remises de médailles, si je ne m'abuse. Et effectivement, donc, elles auront lieu dans ce coin-là pour rentrer. Il y a une zone qui est réservée au niveau des athlètes et ce qu'on appelle des dignitaires, enfin toutes les fédérations internationales. Mais on regarde bien avec la ville, notamment Amadi qui hoche de la tête. Donc juste en face, au niveau de l'esplanade, devant le collège Romain Roland, pour avoir une zone d'animation et une visibilité, et également sur le trottoir d'en face pour avoir la visibilité donc au niveau de ces remises de médailles. Donc on travaille dessus, je pense qu'il y a encore 2-3 petits sujets techniques, mais on souhaite faire partager ça au plus grand nombre également. Allez, une dernière question. Et ensuite, on désigne les heureux vainqueurs. Madame au milieu. Bonsoir, moi c'était une question par rapport à la circulation. J'ai bien compris qu'il y avait des voies qui allaient être fermées à la circulation, mais est-ce qu'on a une visibilité pour savoir est-ce que finalement on doit privilégier le télétravail ou on pourra circuler pour partir dans d'autres, quand on travaille en dehors de Clichy-sous-Bois? Et une deuxième question concernant la flamme, quand elle arrivera à Clichy-sous-Bois, est-ce que ce sera comme par exemple à Vincennes, la ville est complètement fermée à la circulation ce jour-là, le 15 juillet? Quand la flamme arrivera à Vincennes, est-ce que ce sera la même chose pour Clichy-sous-Bois? Alors le 27 août, la flamme va passer de Montfermeil à Clichy, puis aller vers Livry-Gargan sur un tracé relativement court. Donc il y aura des moments de fermeture de la circulation, mais juste sur le tracé, une bulle qui est modérée. Donc la ville ne sera pas complètement fermée. En plus, ce sera la semaine avant la rentrée, encore les vacances, etc. Donc il y aura une bulle sur un temps, on vous donnera les informations, mais sur un temps relativement court. Et seule la partie utilisée par la flamme et les gens qui l'accompagnent seront fermés à la circulation. Mais de mémoire, on part du stade Henri Vidal à Montfermeil, on passe devant McDo, on prend l'allée d'Avenir et puis ensuite on remonte. Enfin, c'est un tracé coupe Clichy, non pas dans sa longueur, mais dans sa largeur plutôt, et qui va pas prendre très très longtemps. Pour ce qui est des autres, nous sommes la seule épreuve sur route pendant la période de la rentrée. Il y aura d'autres épreuves olympiques un peu partout, ça sera d'autres contraintes. Mais si on n'est pas dans la zone, vous pourrez partir travailler normalement. Après, j'ai compris qu'il y avait une invitation de quelques employeurs de proposer du télétravail pendant un certain nombre de jours particuliers, mais ça ne sera pas lié à l'épreuve à qui je suis. D'accord, parce que pour les JO, en tout cas, on a du télétravail 100%, exceptionnellement. Et donc, on se demandait, notamment dans mon travail, est-ce que ce sera le même impact, enfin, ce sera moins, bien sûr, pour les Paralympiques. Est-ce qu'on demande du télétravail aussi? On n'a pas de... Parce que déjà que la circulation en temps normal, elle est assez chargée chez nous.
si les employeurs ont une invitation à proposer du télétravail pendant les épreuves paralympiques. Oui, les Jeux Olympiques et Paralympiques, me semble-t-il, même s'il y a un petit peu moins d'épreuves sur la période paralympique, on sait que c'est la semaine de la rentrée, que tout le monde sera de nouveau présent sur Paris et tout autour, donc les invitations au télétravail continuent. Merci. Écoutez, alors, si tout le monde a... Alors, je vous invite à noter ou à photographier l'adresse mail qui est au-dessus de ces jeunes garçons et des jeunes filles, jop2024@clichy-sous-bois-toutattaché.fr. Donc, toutes les réponses que vous n'avez pas eues, ou celles qui ne vous sont pas venues à l'esprit ce soir, il faut les poser sur cette boîte mail, nous y répondrons. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, votre adresse, les médiateurs... le PAC olympique qui est derrière nous viendra chez vous éventuellement pour répondre à vos questions, répondre aux cas particuliers. Évidemment, notamment les problématiques de santé doivent être prises en compte de manière prioritaire. Ensuite, je vous rappelle pour les Clichois et les autres d'ailleurs que nous avons déplacé la fête de la ville et elle aura lieu le 23 juin, que nous allons avoir Clichy-Plage avec une zone de célébration Paris 2024, donc pendant Clichy-Plage, pendant le mois de juillet et pendant les épreuves olympiques. Donc on se prépare malgré tout à un été que l'on espère festif. Et on vous donne bien évidemment rendez-vous à ces différents moments. Alors j'ai déjà 14 gagnants. Si ces magnifiques personnes qui sont là veulent bien aller tirer encore un billet, monsieur le préfet et tous les autres. Oui, rajoutez-moi des bulletins gagnants. Vous avez tous une main innocente. Ah bah voilà, le premier gagnant habite par Annecy, ça c'est... Je suis trop gentil, moi. Bah, chacun, madame la préfète... c'est le gagnant très important, c'est monsieur le préfet. Alors on va commencer par toi. Monsieur Nathan Enzololo, où est-il? Alors il faudra aller vite pour s'inscrire, hein. J'ai pas tout compris, on vous donnera les détails. Le monsieur qui a une béquille là, que je remercie, qui a beaucoup participé à cette organisation, vous donnera tous les renseignements. Monsieur, Daniel Cuillier. Il est encore là? Il est parti, bon, on a son mail, son téléphone, il est racéen, c'est pas grave. Madame Vivier, je vous ai vu, vous êtes où? Vous êtes là. Une coubronnaise, mais qu'est-ce qu'on est gentil à Clichy. Marie-Paul François. On lui enverra. Tremblay. Vous avez fait quoi les Clichois? Vous n'avez pas rempli 2 ou 3 bulletins? Madame Déborah Lamabong. Elle est où? Ah, Clichoise. Madame Catherine Faugère. Ergun Sitimpola. Ergun, elle est là-haut. Bravo. Esther Ngelada. Gilles Paul, où est-il? Il a mérité, il a fait assesseur ce week-end.
Mabilabma. Excusez-moi si j'écorche. Bravo. Monsieur au couturier, vous avez gagné. Voilà. Même monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale a gagné. Jean-François. Alors, Nordine Merabtine, pardon, merci. Voilà. Là, ça a été aidé. Notre curé, Raphaël Grondin. Madame Guylaine Zieba. Ah voilà, une Montferméoise, René Bourgoin. Et ça c'est presque un voisin à moi, Sébastien Lafitte. Je compte combien on en a. Ah, il y en a encore. Ah, pardon mesdames. Alors, Madame Martine Olivier. Voyez-vous. Passage des Tisserands, c'est vrai que c'est là où j'habite, on va être un peu embêtés, vous méritez. Et enfin, Claude Morel. On peut en tirer combien? 5? 25? Allez. 1, vas-y. Ouais, donne-moi 4, fouille bien. 20, donne-moi 5, même ça pas 25. Merci. Et après, je vous libère. Monsieur le préfet, je vais se demander dans quel piège il est tombé. Oh non, il y en a commis 2 tout ça. Il y en a qu'on triché, je dirais pas qui. Lui aussi des couleurs. Alors, Mesradine Seban. Ah ouais. C'est pas très bien écrit. Rouleau? Rollo? Ah, Ange, pardon. Il est là. Excusez-moi. Abderrahim Malen. Abderrahim Taleb. Josiane Thomas. Et le dernier. Yvon Judipol. Voilà, nous avons tiré 25 billets, ça veut dire que 100 personnes peuvent aller voir la cérémonie d'ouverture sur les Kéos. Il faut bien respecter les délais qui commencent à être courts. Il faut donner le nom d'un majeur qui accompagnera les 3 autres personnes qui, eux, peuvent être mineurs. Voilà, on vous donnera toutes les infos nécessaires. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir participé à cette réunion. N'hésitez pas à utiliser l'adresse mail qu'on vous a donnée. Remercier vraiment tous ceux qui sont venus, Monsieur le préfet de police, Laurent Nunez, toute son équipe, Madame la préfète et toute l'équipe.